Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. On va parler des nouvelles directives légales en termes de durabilité et quels sont les enjeux pour les entreprises. Bienvenue, je suis Marie Blazer, je m'occupe chez Loico de tout ce qui est en lien avec la durabilité au niveau du support et depuis l'année dernière, on a aussi lancé un service d'accompagnement pour guider les entreprises par l'expérience qu'on a acquis au sein de Loico. Au programme, aujourd'hui, on aura la chance d'accueillir Aurélien Barakat qui va nous présenter où on en est aujourd'hui et quels sont les challenges de demain pour les entreprises. Je vais aussi vous faire un partage d'expérience de comment aujourd'hui on le vit chez Loico. Et ensuite, on aura la chance d'avoir Christophe Barman qui va modérer la partie questions-réponses. Durant tout l'événement, vous pourrez réagir. Vous avez une option en bas de votre écran qui s'appelle Q&A ou Q&R si vous avez la version française ou anglaise et vous pouvez poser vos questions durant les interventions. Dans certains cas, on pourra y répondre par écrit et sinon elles seront aussi reprises durant la table ronde et l'idée c'est de vous envoyer une synthèse à la fin de l'événement. L'événement sera enregistré, il y aura un replay qui sera disponible et vous pourrez aussi bien sûr avoir accès au support de présentation. Donc, je vais passer la parole à Aurélien qui va nous dépeindre le cadre légal en Suisse. Merci beaucoup, Marie, et merci à Loïco pour cette invitation. Je vais donc vous faire ce matin un panorama légal. Alors, je rassure certains qui nous écoutent, ça ne va pas être quelque chose d'extraordinairement technique. Loin de là, en fait, l'idée, c'est de présenter un peu l'état actuel de la situation pour nos entreprises lorsqu'il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on a comme obligation aujourd'hui tout à fait concrète et réelle en matière de durabilité. Et puis de voir un peu qu'est-ce qui arrive, parce qu'en fait, le domaine ESG sur le plan légal, c'est un domaine qui est en plein boom, si on peut dire ça comme ça. C'est un domaine sur lequel on a légiféré il n'y a pas très longtemps en droit suisse, qu'on est déjà en train de réviser. C'est un domaine avec la loi sur le climat qu'on est en train de transformer, notamment pour nos PME, en mettant en place des instruments incitatifs. Et puis surtout, c'est un domaine qui évolue vraiment au niveau du droit européen, où il y a une poussée très très forte des normes, des obligations. Et l'idée, c'est d'essayer de vous brosser un peu un panorama de ce qui va venir, probablement, ce qui touchera les grandes entreprises, assurément, et puis de quelle manière est-ce que ça va impacter notre tissu économique en tant que pays qui est quand même composé à 98% de PME, voir un petit peu dans quelle mesure est-ce qu'on va se retrouver là-dedans. Alors, j'essaye de bouger les slides, mais il y a, me dit-on, un temps de latence, alors je vais être un tout petit peu patient. Donc, deux mots sur votre serviteur. Je suis donc associé à l'étude Keller Ascar à Genève. Je co-head le desk ESG, qui est un desk en fait consacré aux questions très transversales de l'ESG. Nous, on va beaucoup parler de E ce matin. On va parler d'environnement. On va un petit peu moins s'attarder sur les questions sociales et gouvernance, mais qui sont aussi des domaines à part entière. Et puis, Keller Ascar a la chance de compter toute une série de spécialistes, justement dans des domaines spécifiques, avec Isabelle Romy, qui est la grande star, le droit de l'environnement, avec le professeur Chenot à Lausanne, le professeur Peter de Genève. Et donc, c'est une approche très transversale qu'on essaie de prendre pour donner des conseils en matière de SG. Alors, le temps titrait il n'y a pas longtemps ce fameux rapport ESG dont probablement beaucoup d'entre vous ont entendu parler annonce une nouvelle ère. Et l'idée, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ce titre du temps se vérifie à l'aune des dispositions légales qui nous arrivent. Un petit tour, je vais entourer le E des dispositions, des principales dispositions légales ESG en Suisse. On ne va pas s'attarder trop longtemps dessus, mais on a donc la loi sur la protection de l'environnement, la loi fédérale sur l'agriculture, qui a quelques normes qui s'y rapportent, la loi CO2 qui avait été rejetée par le peuple. Hier, Forum on apprenait sur Forum que la dernière mouture c'est sur le point d'être sortie du four. Par contre, je crois qu'on a aussi appris qu'il ne faut pas en attendre une révolution et pour avoir suivi un peu ces travaux, l'impact sur l'économie sera relativement limité. Il y aura quelques éléments incitatifs pour des émissions, pour des secteurs à haute émission. On pense notamment à l'aviation. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va mettre l'accent ce matin. On a aussi la loi fédérale sur l'énergie. Et puis, les normes qui nous vont plus nous intéresser, c'est la révision du Code des obligations suite au contre-projet à l'initiative multinationale responsable, contre-projet qui avait été adopté par le peuple. Et puis, la fameuse loi fédérale sur le climat, qu'on a également acceptée en votation populaire il n'y a pas si longtemps que ça, et son ordonnance qui vient de sortir en consultation. Autrement dit, ce n'est pas un instrument qui est en vigueur, mais c'est un instrument qui a été envoyé au canton, aux fêtières, pour qu'elles prennent position sur sa mise en œuvre.
On a aussi une autre loi fédérale qui va impacter les normes ESG, qui est la loi fédérale sur un approvisionnement en électricité sûr, avec un accent fort sur les énergies renouvelables. Et enfin, un projet de loi qui est en travail dans les mains du Conseil fédéral, qui est le statut juridique, un nouveau statut juridique d'entreprise qui serait celui d'une entreprise durable, avec un point d'interrogation, puisque c'est quelque chose qui est en travail, mais que je voulais mentionner brièvement. Nous, on va revenir sur les normes plus en italique. Et la première sur laquelle il faut revenir, c'est vraiment, on va dire, la norme ESG lorsqu'on parle d'obligations environnementales pour les entreprises. C'est l'obligation aujourd'hui d'établir un rapport extra-financier. J'ai mis non financier parce que c'est ce que prévoit la loi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion de non financier. Déjà, il y a un coût de mise en place qui est quand même évident. Et puis, toute l'idée de ce rapport, c'est justement d'analyser, dans une certaine mesure, l'impact qu'une entreprise a, que les émissions d'une entreprise ont de manière générale sur le climat, sur l'environnement, mais aussi d'évaluer les risques qui pèsent, dans une certaine mesure, sur les potentiels risques financiers que pourrait supporter l'entreprise. Autrement dit, ce rapport s'inscrit dans l'obligation générale de stratégie économique d'un conseil d'administration qui est responsable de la haute gestion de l'entreprise. Et puis, il doit prendre en compte je vous ai mis un extrait de la loi ici, les questions de personnel, de questions sociales, de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, toute une série d'obligations en lien avec l'environnement et les droits humains, et voir quel impact ça a sur la performance et la situation de l'entreprise et quelles sont les incidences pour l'activité de l'entreprise. Pour ça, c'est fondamental, puisque c'est le conseil d'administration, on le verra dans une slide après, qui est responsable finalement, à titre très personnel, hein. Chaque membre du conseil d'administration est responsable de la bonne conduite et la gestion des risques au sein de l'entreprise. Donc, ce rapport est un rapport qui vise on va dire une série de sociétés quand même plutôt limitées, d'entreprises plutôt limitées. Pourquoi? Parce que c'est des sociétés qui sont de nature publique, avec 500 employés. Bon, ça fait déjà un peu de monde. Il y a quelques PME, du coup, qui ne sont pas concernées. Et puis, 40 millions de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas l'élément le plus limitant. L'élément le plus limitant dans le champ d'application, c'est quand même cet élément de nature publique. Autrement dit, on parle de grandes sociétés d'assurance, on parle de banques, on parle de sociétés qui sont cotées en bourse et on parle de sociétés qui ont des emprunts obligataires sur le marché. Ça, c'est des sociétés dont on juge qu'elles sont suffisamment grandes et importantes sur la scène économique suisse pour qu'elles doivent rendre compte des questions non seulement financières, ce rapport comptable qu'on connaît tous, mais en plus des questions non financières ou extra-financières, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement, etc. Donc, depuis peu, ce rapport doit être établi par ces entreprises, puisqu'on a accepté le contre-projet. Et puis, ce rapport, il a quand même une spécificité qui le distingue du droit européen, et c'est important puisqu'on en reparlera après, c'est qu'il adopte le principe du comply or explain. Autrement dit, soit vous expliquez exactement quel sont l'impact de vos émissions, quel impact ça a sur la situation d'entreprise, soit vous ne le faites pas, mais vous expliquez pourquoi vous ne le faites pas. Vous prenez par exemple un pan entier de votre activité et vous dites, ben voilà, on n'a pas fait de rapport, on n'a pas fait d'études là-dessus, on ne s'est pas concentré sur ces éléments parce qu'on considère que pour des raisons X, Y, ce n'est pas en lien avec l'activité économique de l'entreprise ou ce n'est pas suffisamment en lien pour que ça justifie qu'on passe trop de temps là-dessus. C'est un rapport qui doit être présenté à l'Assemblée générale et approuvé. Donc, c'est l'organe suprême qui approuve ce rapport extra-financier. Et puis, il y a une ordonnance d'exécution en 2022 qui est entrée en vigueur pour expliquer un peu quelles sont les modalités d'établir ce rapport, puisque de manière générale, c'est quand même quelque chose d'extrêmement technique. Or, la loi dit presque rien finalement, hein. Je vous ai mis un extrait de la loi, mais elle ne va pas fondamentalement beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette ordonnance non plus n'est pas extraordinairement technique. Elle renvoie surtout à des best practices internationales qui expliquent un peu quelles sont les règles de guidance. Et je pense que ce qu'on peut souligner, c'est que ces éléments de best practice nous disent qu'il faut faire un rapport sur le scope 1 et 2, et idéalement, si les conditions le justifient, sur le scope 3. Donc, scope 1, émissions directes, scope 2, émissions indirectes, et scope 3, c'est les émissions en lien avec toute la chaîne de valeur, en amont et en aval. Or, ça, c'est un travail qui est quand même considérable, considérablement plus important. Et on voit qu'il n'y a pas d'obligation, on va dire ferme, c'est juste une recommandation. Si, un, c'est pas trop de travail, deux, que c'est pas disproportionné, d'établir cet élément-là. Or, ça, on verra, c'est un peu différent en droit européen. Donc ça, c'est, on va dire, la première obligation vraiment ESG pour les entreprises suisses. On voit que c'est réservé aux grandes entreprises qui ont un impact public, c'est-à-dire qu'elles sont exposées sur le marché à ce titre-là selon la loi. Et puis, c'est une obligation finalement de rendre compte. Il n'y a pas particulièrement, alors il y a une amende de 10 000, de 100 000 francs qui peut être mise, il n'y a pas particulièrement d'éléments de sanction, il n'y a pas particulièrement d'éléments de contrôle, c'est finalement le grand public qui contrôle ces éléments de rapport, il n'y a pas d'obligation de mettre un audit.
Donc c'est un rapport obligatoire dans sa conception, mais finalement assez libre dans sa mise en œuvre, si ce n'est les recommandations, suivre les recommandations internationales. Un deuxième devoir qui, lui, est, on va dire, plus pointu, plus sévère et qui touche alors pour le coup beaucoup plus d'entreprises, pour autant qu'elles soient actives dans ce domaine, c'est le devoir de diligence et de transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones en conflit et matière de travail des enfants. Alors, sans aller trop dans le détail, puisqu'il y a des éléments assez techniques, c'est un degré de plus que le rapport, on y ajoute finalement une couche de diligence. Lorsqu'on a une société en Suisse, et là on peut prendre les PME, lorsqu'elles sont dans un domaine à risque, on dit accru, eh bien, on doit établir ce rapport et on doit en plus démontrer dans quelle mesure est-ce qu'on a été diligent, dans quelle mesure est-ce qu'on a étudié les risques en rapport avec les zones de conflit et le travail des enfants, quelles mesures de traçabilité on a mis en place, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer ces risques et quelles mesures on a mis en place pour auditer finalement et contrôler que cette diminution de risque, que tous ces éléments que la loi juge problématiques, parce qu'on travaille dans des zones dont on sait qu'on peut être dans des domaines de haute corruption, ou alors pour le travail des enfants dans des choses qui ne sont pas acceptables au regard des conventions internationales, eh bien là, on a un devoir de vérification supplémentaire et en plus, on a un devoir qui s'étend, alors là, véritablement à la supply chain, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi voir que nos partenaires, les partenaires économiques sur place qu'on a, respectent toute une série de normes et s'inscrivent dans ce devoir de bonne pratique, dans ce devoir de diligence, qu'elles fassent tous ces éléments de vérification pour s'assurer qu'on prend un maximum de mesures pour limiter un maximum la réalisation des deux risques, celui finalement de rentrer dans le jeu parfois triste des questions lorsqu'on parle de métaux dans des zones à conflit ou alors du travail des enfants. Ce rapport, il doit finalement aussi être analysé par le conseil d'administration et validé par le conseil d'administration. Là aussi, un élément de gestion des risques. Vous avez vu dans la presse titrée il n'y a pas longtemps le fait qu'il y avait un soupçon de travail des enfants d'une grande entreprise suisse cotée. Ça peut avoir un impact direct sur la profitabilité et la réputation de la société, sur la valeur des actions de la société. Or, cette gestion des risques et la mise en place du devoir de diligence, c'est la haute responsabilité du conseil d'administration. Autrement dit, les administrateurs sont responsables d'avoir bien géré ces risques. Et s'il y a une perte de valeur importante pour la société, on peut imaginer des cas, et ça s'est vu, alors moins en Suisse, mais ça s'est vu dans d'autres États à l'étranger, où les actionnaires se retournent contre le conseil d'administration en leur expliquant qu'ils ont violé leur devoir de diligence et qu'ils se sont donc personnellement rendus responsables du dommage causé à la société. Tout ce que je viens de vous dire sur la responsabilité est résumé sur ce slide. Autrement dit, les administrateurs sont responsables de la gestion des risques d'une entreprise. C'est une gestion qui est inaliénable. Autrement dit, ils ne peuvent pas se débarrasser de ce fardeau en le sous-traitant à la direction. C'est vraiment quelque chose qui leur appartient à eux. Et donc, il est tout à fait important pour eux que les rapports d'analyse des risques, que ce soit sur le rapport extra-financier ou le rapport de diligence dans les zones à risque, soient établis de la manière la plus précise possible. Ça, c'était pour un panorama sur, on va dire, les obligations ESG directes. On vient d'avoir l'ordonnance climat qui vient d'être mise en consultation, raison pour laquelle on l'a ajoutée à cette présentation. Je ne vais pas rentrer trop loin dans le détail, nous, on avait surtout parlé de reporting extra-financier, mais je pense que ça vaut quand même la peine de soulever, que évidemment le peuple a accepté la loi climat, et puis dans cette loi climat, il y avait quelque chose qui concernait très directement les entreprises. Alors, premièrement, je ne l'ai pas mis en gras, mais on a cette question d'assainissement des bâtiments. Or, certaines entreprises sont propriétaires de leurs locaux. Mais plus généralement, et là, ça vise très spécifiquement les grandes entreprises et les PME, le peuple suisse et le Conseil fédéral ont décidé de soutenir l'innovation et la réduction des émissions des entreprises par le recours à l'innovation. C'est une loi qui doit être mise en œuvre d'une ordonnance qu'on vient d'obtenir. Alors, l'ordonnance n'est pas définitive, elle est en consultation. Et important à préciser, si vous êtes dans le secteur financier, la loi sur le climat, de manière générale, elle visait seulement à étudier les mesures dont on pourrait rendre la place financière plus durable. Il n'y a pas d'obligation, il y a vraiment peu d'obligations directes en lien avec le monde de la finance, si ce n'est que le Conseil fédéral doit se mettre au travail et trouver une façon pour rendre notre place financière durable. Important aussi de préciser que cette loi climat, c'est une loi d'objectif. Donc, elle n'a pas, s'il y a des juristes parmi vous, elle n'a pas de vocation à avoir une application directe. On ne peut normalement pas invoquer cette loi et la rendre justiciable. Par contre, elle est transposée au niveau fédéral dans des lois spécifiques, par exemple la loi CO2 dont on parle actuellement. Par exemple, si on prend Genève, on a le projet de loi climat à Genève. On peut imaginer la rénovation thermique des bâtiments, les lois CO2, donc toute une série de mesures qui permettent à la Suisse d'atteindre l'objectif qu'elle a fixé dans la loi climat, qui est le net émission
à l'horizon 2050. Et puis concernant spécifiquement l'ordonnance sur le climat et l'innovation pour les entreprises, eh bien maintenant on commence à avoir entre guillemets les grandes lignes de comment est-ce que ça va fonctionner pour avoir accès à cette aide financière mise en place par la Confédération, qui dans l'absolu est relativement grande, on parle quand même de 1,2 milliard de francs, étalée sur une période de 6 ans, et ce sera des enveloppes de 200 millions qui seront mis à disposition des entreprises chaque année depuis fin 2025 à fin 2030. Et ici, je pense que pour ceux qui s'intéressent au milieu économique et surtout aux questions de cash flow, quelque part, la chance s'ouvrira aux audacieux, puisque ceux qui seront prêts avant pourront faire des requêtes de soutien avant, et donc seront moins de personnes à se partager cette enveloppe de 200 millions, puisque l'ordonnance et le rapport explicatif disent bien qu'on fait une analyse séparée année par année. Autrement dit, si on fait si on dépose pardon, une demande, par exemple en 2027, on n'aura pas accès aux enveloppes financières pour les années 2025 et 2026. Autrement dit, le plus tôt on est prêt, le plus tôt on fait une demande, le plus on a de chance d'obtenir des soutiens et de se partager ce budget. Deux catégories d'entreprises lorsqu'on parle de la loi climat et l'ordonnance climat. On ne parle plus en nombre d'employés, on ne parle plus en chiffre d'affaires. Les grandes entreprises, c'est des émissions supérieures à 5 gigawatts en termes de chaleur ou 0,5 gigawatts en termes d'électricité consommée. Si vous êtes en dessous de ces seuils, vous êtes considéré comme une PME. Et ce qui est très important, et ce qui sinon aurait rendu cette loi, à mon sens, tout à fait inutile pour les PME, c'est qu'on autorise les PME à agir en cluster, à agir en branches et à se regrouper pour présenter les effets de réduction moyens que peut avoir une branche. On prend par exemple, je ne sais pas, le domaine de la restauration, et puis on se dit, ben, dans tel secteur dans tel domaine de la restauration, des restaurants selon ces modèles-là, on voit qu'on fait des tests et on voit que d'expérience, telle et telle mesure permettent de réduire de tel et tel pourcent les émissions de CO2. Et finalement, toute la branche qui se réunit ensemble peut se prévaloir de cette analyse groupée pour dire, eh bien, si je mets en place les mêmes mesures, je devrais avoir une réduction à peu près similaire. Et donc, on peut travailler, à la place de travailler de manière individuelle, on peut travailler en branche, en secteur, dans ces clusters, pour faire des demandes ensemble, ce qui permet, un, de grouper les coûts d'études, et puis deux, de déployer des effets à beaucoup plus large échelle que si chaque PME devait faire une analyse qui lui est propre. Le but du projet, c'est assez simple, c'est favoriser les réductions des gaz à effet de serre au sein des entreprises. On parle des scopes 1, 2 et même 3 dans une démarche tout à fait volontaire, c'est le titre de la slide d'après, autrement dit, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de rentrer dans cette démarche. Par contre, si elles le font, alors elles peuvent accéder aux aides financières de la Confédération, à voir si les cantons s'aligneront. La méthodologie, très très brièvement, comment est-ce que ça se passe? On établit une feuille de route, soit par entreprise si on est une grande entreprise, soit par secteur si on se réunit en secteur. On analyse la répartition des émissions, on décrit les installations et les processus techniques, on décrit les solutions techniques pour réduire ou compenser. J'ai écrit subsidiaire, c'est très important. La priorité, c'est vraiment de réduire. Compenser, c'est que appliquer à titre très subsidiaire et à la fin. Si l'essentiel des mesures sont de nature compensatoire, les aides financières seront probablement soit inexistantes, soit très faibles. Et puis après, on met en place des mesures spécifiques. On explique dans quelle mesure dans quelle mesure ceci va permettre de réduire nos émissions. On décrit la trajectoire, on se fixe des objectifs intermédiaires. Et puis enfin, on explique pour ce qu'on n'arrive pas à réduire, le solde final qui est irréductible aujourd'hui, comment est-ce qu'on va le compenser. Et puis comment est-ce que la Confédération participe? Eh bien, elle prend up to, et c'est important, c'est pas 50%, c'est jusqu'à 70%, 50% des coûts, éventuellement plus 20% dans certains cas exceptionnels dans les domaines à très haute émission, sont mentionnés notamment les milieux du bâtiment. Et soit elle agit au niveau des coûts d'investissement, soit elle agit au niveau des coûts d'exploitation durant à peu près 7 années maximum, si c'est si c'est le type de coût qui est concerné. Les disponibilités financières par année, c'est 200 millions et ces enveloppes. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles mesures techniques seront retenues et quelles auront la priorité. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le FEN va devoir publier des directives et puis expliquer quelle est sa réflexion dans l'attribution de cette enveloppe, quelles sont les priorités. Et donc, il y aura un travail, à mon sens, assez évident de lobby pour les différents secteurs pour essayer de mettre en avant le fait qu'eux doivent être prioritaires et donc devraient avoir droit à cette enveloppe financière, à voir si les cantons aussi s'alignent à ce niveau-là. Quels seront les critères pour déterminer si la Confédération rentre en matière et participe au coût? Alors, de manière générale, l'ordonnance, dans son annexe, explique en tonnes de CO2 à partir du montant de la réduction dans laquelle elle entre en matière. Si on est en dessous de ces seuils, ce n'est pas suffisamment matériel et donc
finalement, la Confédération dit qu'elle ne rentre pas en matière. Dès qu'on dépasse ces seuils, il y a 4 critères. Le premier, c'est bête et méchant, hein, j'ai envie de dire, la réduction des gaz à effet de serre, plutôt évident. Ensuite, on a le coût de la réduction de la tonne. Donc, il y a une logique d'efficience. Si on a des mesures extrêmement chères et compliquées pour avoir des effets de réduction très faibles, a priori, on ne leur donnera pas la priorité. On va aller vers une logique d'efficience. Le degré d'innovation choisi, et là, pour l'instant, c'est probablement le critère le plus abstrait sur lequel on aimerait avoir plus de précision, à savoir quel est finalement quel degré d'innovation faut-il aller? Est-ce que, par exemple, passer de la voiture thermique à la voiture électrique, ça suffit? Jusqu'à quel point est-ce que les processus technologiques doivent être importants et révolutionnaires pour, euh, pour être validés et puis pour permettre de donner accès à cette aide? Là-dessus, pour l'instant, il y a encore un grand flou et on espère avoir des précisions prochainement. Et enfin, les recettes économiques attendues pour la mise en place des mesures, donc un critère de rentabilité. Autrement dit, l'idée de la Confédération, c'est de dire que si les mesures qu'on met en place sont économiquement justifiées et de toute façon rentables, ce n'est pas ces mesures auxquelles on va donner la priorité en termes d'aide financière, puisque l'entreprise s'y retrouvera dans tous les cas sur le moyen ou long terme. Et donc là, finalement, c'est plus une question de cash flow qu'une question d'aide au coût d'investissement ou au coût d'exploitation. Donc ça, c'était pour brosser un petit panorama sur cette ordonnance. En très résumé, on va devoir faire des feuilles de route par entreprise pour les grands, par secteur pour les petits. Les petits peuvent aussi d'ailleurs faire ça de manière individuelle. Les mandataires spécialisés vont devoir se faire, qui accompagneront les entreprises dans ces démarches, devront se faire, et ça c'est important, reconnaître par l'OPEN. Autrement dit, il y a un processus de sélection et d'octroi d'autorisation de rentrer dans ce processus. Et il va falloir faire montre, on n'a pas exactement les détails, mais on imagine volontiers qu'il va falloir faire montre d'un certain degré de technicité et de compréhension des enjeux économiques pour pouvoir accompagner les entreprises dans ces démarches. Et puis une fois qu'on a établi cette feuille de route, qu'on explique d'où on est, d'où on part, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on y va, eh bien, il faudra chiffrer les coûts et à la fin de l'année, il y aura une distribution de cette enveloppe de 200 millions par la Confédération pour permettre aux entreprises d'aider à assumer ces différents coûts. Enfin, très brièvement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je voulais juste le mentionner pour que ce soit dit et pour que ce soit su. On a actuellement, le Conseil fédéral a validé le fait que ce serait intéressant d'avoir une nouvelle forme juridique, donc pas forcément SA, SARL, mais quelque chose de nouveau, pour les entreprises qui veulent avoir un caractère véritablement durable. Et le Conseil fédéral est en train de travailler avec les différentes personnes qui ont porté ce projet. On pense à Bilab, on pense à l'UNIL, on pense à l'UNIGE, pour revenir avec ce qui pourrait être un nouveau statut d'entreprise spécifique. On a ça dans d'autres pays en Europe et aux États-Unis. Et ça vient de la démarche d'ailleurs, notamment Bicorp. On se dit qu'on a des sociétés qui ne sont pas 100% profit-driven, mais qui vont vraiment essayer d'apporter une plus-value à la société, notamment en matière ESG et durabilité. Alors, avant de repasser la parole à Marie, et c'était beaucoup d'informations, je m'en excuse, je voulais vous donner un feeling de la vitesse à laquelle les choses avancent en droit européen, parce que là, c'est tout à fait impressionnant, en tout cas à mon sens. On a en 2020 les questions de taxonomie qui ont été adoptées, donc tout ce qui est langage et puis définition des différents termes. Et puis, en 2023, on a eu la directive sur la finance durable. En 2023, on a eu la directive sur la déforestation. Toujours en 2023, on a adopté la directive sur la taxe carbone aux frontières, que le Conseil fédéral a dit qu'il surveillait de près, mais qu'il ne voulait pas mettre en œuvre en Suisse pour l'instant. En 2023 encore, et on va en parler un tout petit peu, on a eu la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CRSD, qui est en fait l'équivalent de notre norme de reporting extra-financier. En 2024, mais elle vient d'être mise en suspens et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va reprendre. Il y a des gens qui disent après les élections européennes, d'autres qui disent avant, à voir. On pensait qu'elle serait peut-être adoptée lors de ce webinaire, mais ce n'est pas le cas. On a une directive qui, pour le coup, serait une petite révolution, qui est la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, donc CSDDD, et dont l'adoption est prévue. On va en parler un tout petit peu. Et enfin, la Green Claim Directive, qui est en gros une directive pour freiner les prétentions et les cas de greenwashing. Donc, on voit qu'en l'espace de quelques années, on a une accélération immense en termes d'adoption normative sur le marché européen en rapport avec la durabilité. Et moi, je voulais revenir très brièvement sur la CRSD, cette directive de reporting de durabilité, puisque finalement, elle est le pendant, ou elle devrait être l'équivalent du pendant de ce qu'on a adopté en droit suisse.
Elle doit être transposée à l'horizon de cet été, donc tous les États membres aujourd'hui devront appliquer cette norme. Et puis, le principe, c'est celui qu'on connaît. Les grandes entreprises doivent émettre un rapport extra-financier sur la durabilité, avec quelques différences, dont une tout à fait notable que j'ai notée ici. On a le principe de double matérialité qui est inscrit dans ce rapport. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'impact que mon entreprise a sur le climat, sur l'environnement par le biais de ses émissions, mais c'est aussi une analyse qui, elle, est technique et pas facile de savoir quel impact est-ce que l'évolution du climat, l'évolution de l'environnement et d'autres éléments type ESG vont avoir sur l'activité de mon entreprise et quelles mesures est-ce que je prends pour limiter les risques, pour autant qu'il y ait des risques financiers qui sous-tendent, mais vu le potentiel d'ampleur de la crise climatique, on imagine quand même que ça peut avoir un impact certain sur l'économie. Et puis, on a aussi profité pour avoir des référentiels communs en termes normatifs pour savoir quelles sont les normes de durabilité, quels sont les critères qu'on va mettre en place, histoire que tout le monde parle la même langue en Europe. Du coup, le Conseil fédéral s'est trouvé un petit peu embêté parce qu'on vient d'adopter des règles de reporting extra-financier pour les grandes entreprises en Suisse. Et puis, en fait, il y a un rapport qui vient de sortir où le Conseil fédéral a constaté que notre droit était déjà en décalage avec le droit européen qui a évolué entre-temps. Et je voulais vous mettre un peu en évidence les différences entre les exigences européennes et les exigences suisses. La première, c'est qu'on parle toujours d'entreprise publique, mais ce n'est pas 500 employés, c'est 250 employés. Et puis, j'ai mis public en italique avec voire chaîne de valeur parce que je pense que de dire que ça se limite seulement aux entreprises publiques, c'est un peu limitant lorsqu'on voit l'étendue de la portée de la directive et notamment le fait qu'elle englobe toute la chaîne de valeur. Ce qui fait qu'effectivement, sur le plan strictement légal, il n'y a que les grandes entreprises publiques qui sont concernées. Néanmoins, la loi dit directement que les entreprises, donc le scope 3, la chaîne de valeur avec laquelle elles travaillent, sont inclus dans l'analyse des grandes sociétés, ce qui fait un effet indirect très fort finalement pour les PME, puisque les grandes entreprises sont obligées de poser ces questions aux PME avec lesquelles elles travaillent, en amont ou en aval, pour établir leur propre rapport. Donc, ce n'est pas cité expressément dans la loi que les PME sont concernées, mais économiquement et matériellement, la loi a un impact très fort, va avoir un impact très fort sur l'économie locale. Principe de double matérialité, on en a parlé, alors que nous, en Suisse, on a la simple matérialité. Suppression du comply or explain, on ne peut pas expliquer pourquoi il y a des secteurs qu'on ne veut pas analyser, on doit prendre en compte l'ensemble des risques. Degré d'information plus complet, la directive européenne va plus loin dans les informations qu'elle demande, dans le détail des informations qu'elle cherche, et puis surtout, je l'ai mis en évidence, c'est toute la chaîne de valeur qui est concernée. Autrement dit, le rapport doit inclure tout ce que les PME, toutes les PME partenaires, ou les grandes entreprises multinationales partenaires, évidemment, font en matière de durabilité et quel impact leurs activités ont, quelles mesures est-ce qu'elles prennent, elles, pour réduire les éléments de risque. Il y a un principe de proportionnalité qui est inclus, c'est-à-dire que le droit européen n'attend pas une approche jusqu'au boutiste, il y a quand même une certaine souplesse, mais il est très clair que la chaîne d'approvisionnement est concernée par l'obligation européenne. Enfin, un audit obligatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un rapport qu'on remet, mais en réalité, c'est un rapport qui doit être audité par des externes, par des indépendants qui viennent valider les chiffres, l'analyse, la position prise, ce qui amène quand même, un, considérablement plus de travail, mais deux, une forme de sécurité dans l'information qui est transmise, puisqu'il y a un auditeur indépendant qui a validé tant les chiffres que les conclusions. Enfin, des sanctions accrues, puisque en Suisse, les mesures de sanctions sont quand même relativement faibles. Le Conseil fédéral, vous dire ceci, n'est pas obligé de reprendre toutes ces mesures. Donc, il peut aller, il peut faire un peu son petit marché et puis décider de prendre l'une ou l'autre. Il y en a avec lesquelles il est, pour l'instant, plutôt dubitatif. On sait, par exemple, que les 250 employés, il y a de grandes chances qu'on y arrive, donc on réduit ce seuil. Est-ce que toute la chaîne de valeur, par exemple, sera inclue dans le rapport? C'est pas sûr. En attendant, le problème, c'est que pour le Conseil fédéral, c'est que s'il n'adapte pas à 100% le droit suisse avec le droit européen, les entreprises qui sont actives en Europe ne pourront pas se prévaloir du rapport suisse pour dire qu'elles sont compliant avec les exigences de droit européen. Et avant de conclure et de repasser la parole à Marie, vous présenter ce que j'appelle le changement de catégorie. Donc c'est comme en boxe, si vous prenez un kilo et que vous passez dans la catégorie des poids lourds et que vous vous retrouvez dans un univers tout à fait différent, je pense que c'est une façon de présenter cette directive, la CSDDD, puisque c'est notre initiative multinationale responsable, mais un peu mise sous stéroïdes. On a en fait une obligation maintenant de diligence, comme on a aujourd'hui pour le travail des enfants et pour les questions des minerais dans les zones à conflit, mais qui s'applique sur absolument tout ce qui est ESG.
Donc, ce travail de diligence va sur toutes les questions environnementales, droits humains, sociales, gouvernance dans une certaine mesure, mais ça s'applique un petit peu moins. Et puis, il y a une portée extra-européenne. Autrement dit, toutes les sociétés qui travaillent avec des multinationales européennes, qui elles seront dans le champ d'application, toutes les multinationales suisses qui auront des activités en Europe et qui dépasseront les seuils limites, mais ce qu'on dépasse très vite parce que le marché suisse est tout petit. Si on est une multinationale, c'est qu'on a une activité internationale. Toutes ces sociétés-là vont être inclus enfin, vont être concernées par ce devoir de diligence renforcé. Et puis, évidemment, toute la supply chain est dedans, ce qui fait que les entreprises vont devoir rendre compte, alors là, de manière beaucoup plus directe, il y a un peu moins de proportionnalité, c'est un suivi très complet qui va devoir être fait. Et pourquoi est-ce que c'est un game changer à mon sens? C'est qu'on a tout à coup une instance de surveillance, pensée à la FINMA, mais version ESG, dans chaque État, qui va vérifier la véracité du rapport et qui aura un pouvoir d'interdiction d'activité commerciale si elle constate des irrégularités, qui pourra constater des cas de greenwashing, qui pourra mettre des amendes. Et les amendes peuvent se monter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires brut mondial d'une multinationale. Il peut y avoir une responsabilité accrue et personnelle des membres du conseil d'administration. Et donc là, si on lit ça, bon, c'est un peu du charabia juridique, mais si on lit entre les lignes, on peut imaginer que les grandes entreprises vont être extrêmement concernées et extrêmement diligentes sur ces questions-là, puisqu'en fait, c'est vraiment le porte-monnaie et 5% du chiffre d'affaires brut de ces sociétés, c'est pas rien, qui est concerné. C'est les risques d'interdiction d'exercer et de faire commerce qui seraient prononcés par ces autorités de surveillance. Ça va être des échanges constants avec cette sorte de FINMA ESG qui va être créée. Et en plus, on va avoir une responsabilité civile qui va être introduite de ces entreprises pour les activités menées à l'étranger. Ce qu'on sait actuellement, c'est que ce projet de directive a été suspendu au niveau du Parlement européen. Il y a un accord qui a été trouvé entre le Parlement, le Conseil et les ministres dans un trilogue. Et puis maintenant, cet accord, il doit être validé en interne par ces trois instances. Il y a deux instances dont on pense savoir que c'est bon. Il y a l'instance du Parlement qui a bloqué, se pose la question de ce qu'on va attendre après les élections européennes ou non pour que ça entre en vigueur. Mais je crois que le Conseil fédéral et l'économie doivent être tout à fait conscients de ce que ça peut signifier pour le marché suisse. Et là, je vous invite à lire, malheureusement, auf Deutsch, il faut aimer la langue de Goethe, mais il y a un résumé quand même de 6 pages en français, un rapport de Eco-Institute du 18 novembre 2023 qui chiffre et analyse, à la demande du Conseil fédéral, l'impact potentiel que cette directive, sans reprise par le droit suisse, l'impact potentiel que cette directive, pardon, peut avoir sur notre économie. Et le constat, en fait, c'est que c'est tout à fait significatif parce que beaucoup de PME travaillent soit via l'exportation avec des multinationales, soit en Suisse qui seront concernées, parce qu'en fait, elles sont presque toutes concernées, soit avec des multinationales européennes. Et on va devoir rentrer dans des rapports très étroits. Alors, il y a plein de mesures d'accompagnement financières et non financières qui sont mises en place dans cette directive par le droit européen. À voir si la Suisse s'alignera et dans quelle mesure est-ce que la Suisse sera réactive pour que nos PME ne soient pas laissées au bord de la route dans ce potentiel nouvel univers qui est amené à être adopté peut-être à brève échéance, peut-être à moyenne échéance, ça on ne sait pas encore. Tout ça, ça reste à voir. Voilà, c'était beaucoup d'informations. J'espère ne pas avoir été trop technique, trop juridique. L'idée, c'était de vous montrer où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Je crois que les normes actuelles sont plutôt limitées dans leur application. On a ce rapport maintenant qui est un bon premier pas, ce rapport extra-financier suisse. On va s'aligner au droit européen. On a donc ce rapport extra-financier selon des normes européennes. Ces instruments vont nous aider à établir des feuilles de route pour décarboner nos PME, qui à leur tour nous permettront d'obtenir des aides auprès de la Confédération, pour autant qu'on s'y prenne et qu'on mette en place des mesures de réduction. Et là, finalement, ce sera 100% volontaire, donc ce sera que les entreprises qui font cette démarche qui auront accès à cette enveloppe financière. Et puis, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de règles de droit européen qui vont impacter la Suisse, dont une potentielle directive qui aura un impact vraiment massif sur l'économie. Donc, il faut rester vigilant. Voilà, j'ai un peu dépassé, je m'en excuse, Marie. Pas J'ai de souci, grignoté un peu ton merci. temps. Merci beaucoup, Aurélien, pour ce riche partage de ces éléments. Je vous rappelle que vous pouvez sans autre poser vos questions dans la rubrique Q&R tout au long de la présentation, qui seront aussi après prises durant la table ronde. Donc, que faire en tant que PME? Je vais vous partager l'expérience de l'OICO et peut-être en introduction, je vous rappelle un peu les domaines d'activité si vous ne connaissez pas l'OICO de ce qu'on fait. L'OICO, on fait principalement des métiers de services administratifs pour les entreprises, donc au niveau des assurances, ressources humaines, comptabilité, fiscalité, risk management. On fait aussi de l'accompagnement dans les marchés publics. Depuis l'année dernière, on a lancé un service d'accompagnement en développement durable et on fait aussi
du marketing via notre agence digitale Gourou. Pour vous donner aussi quelques chiffres, Loico, c'est 135 collaborateurs, collaboratrices. On fait 19 millions de chiffres d'affaires. Donc, selon ce que Aurélien vient de nous dire, on voit que dans certains cas de figure, on peut atteindre certains seuils aussi pour être contraint au niveau de la loi. Aujourd'hui, chez Loico, on a plus de 600 entreprises clientes qui sont des petites structures à des multinationales. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres clés et que vous compreniez aussi un peu qui est Loico et qui gravite autour. Aujourd'hui, par rapport à ces évolutions, qu'est-ce qu'on observe chez Loico? C'est que depuis le début de l'année, on reçoit de la part de certains de nos clients des sollicitations pour répondre à des questionnaires pour évaluer leur matérialité. C'est surtout des grosses structures qui le font, mais ça, c'est plutôt nouveau et par le passé, ça restait plutôt faible. Donc, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience globale qui se fait. Et du point de vue de l'OECO, il y a vraiment un intérêt de vouloir communiquer proactivement sur ces enjeux extra-financiers. Pour nous, c'est clé de le faire et de se positionner sur ces questions-là en lien aussi avec l'actualité. Euh, je trouvais intéressant de vous partager un peu la méthodologie qu'on est en train de mettre en place. Et aujourd'hui, il y a SwissGap RPC qui est historiquement une des organisations qui a posé un peu les règles comptables pour que les entreprises présentent leurs comptes d'une manière un peu cohérente et pertinente. Et aujourd'hui, cette même structure est en train de prendre position par rapport aux normes extra-financières. C'est un document qui est en cours de consultation. On vous enverra le lien après le webinaire si vous souhaitez le consulter. Et je trouve intéressant de vous partager aussi l'objectif de ce document, qui aujourd'hui, on se rend compte que chaque PME a des défis spécifiques en fonction de son domaine d'activité, de son business et aussi de ses parties prenantes. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir un rapport de durabilité qui permet aussi de communiquer à ses parties prenantes. On voit que de manière générale, il y a une prise de conscience et un intérêt qui est accru sur ces thématiques-là et qu'on veut aussi apporter une approche claire et cohérente pour que pas chaque structure réinvente la roue. Donc l'idée de ce guide, c'est de poser un peu un canevas pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Il propose 7 étapes sur comment procéder. La première fait aussi référence à ce que Aurélien nous a dit en termes de responsabilité et de compétences. Dans ce guide, c'est mentionné justement que la responsabilité, elle revient au niveau du conseil d'administration qui a le devoir de contrôler qu'est-ce que fait aussi l'entreprise. Et après, ces questions de compétences, ça peut être donné à la direction chez Loico. C'est l'équipe développement durable qui va porter cette responsabilité-là, de s'en occuper. Et aujourd'hui, chez Loico, on le fait de différentes manières, notamment à travers certaines certifications ou audits qu'on a fait. Et je vais prendre toutes ces étapes pour vous parler aussi de notre projet 2024, qui est de refaire un rapport de durabilité. Et en faisant ce projet, on va aussi intégrer ces différentes étapes. Et vous le voyez que le rapport de durabilité, c'est la septième. Donc, c'est intéressant d'aller vers ces notions d'indicateurs extra-financiers, mais il faut avoir une méthodologie pour le faire d'une manière cohérente et que ce soit aussi pertinent. Donc, on voit qu'il y a cette application et cette analyse surtout de nos parties prenantes pour comprendre qui elles sont. Dans ce fameux document de la SwissGap RPC, vous pouvez justement voir les parties prenantes internes de l'entreprise et aussi les parties prenantes externes. Ça permet de se poser les questions de qui gravite autour et où est-ce que l'entreprise a un impact. Ensuite, vraiment de définir les ambitions. Et ça, je trouve ce point intéressant de se dire, OK, quelle est vraiment la raison pour laquelle l'entreprise, elle va s'engager là derrière? Est-ce que c'est pour quelque chose de basique parce qu'elle veut répondre à des normes légales? Est-ce qu'elle veut se positionner parce qu'elle sent qu'elle a des avantages stratégiques à le faire? Ou le troisième niveau qu'ils exposent, c'est est-ce que l'entreprise veut vraiment se positionner en tant que leader de ce sujet-là parce qu'elle a des gros avantages à en tirer. Ensuite, il parle de cette dimension de thème essentiel qu'on pourrait aujourd'hui, est-ce que aussi pris dans le contexte de la CSRD, de ces enjeux un peu de matérialité. Et là, c'est vraiment l'idée de travailler sur ces fameuses matrices de matérialité avec l'axe horizontal qui va parler des enjeux et de l'impact vis-à-vis de l'entreprise et l'axe vertical qui parle des enjeux vis-à-vis des parties prenantes du côté social et environnemental. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première partie un peu d'analyse, on peut vraiment travailler sur une feuille de route avec des objectifs et des mesures en lien avec les fameux KPIs. Et aussi après de voir comment dans le temps on peut mesurer et évaluer la progression pour enfin faire un rapport de durabilité. Chez Loico, on est en train d'appliquer cette méthodologie et on profite aussi de nos dernières certifications Bicorp, aussi de notre bilan carbone qu'on a fait.
où on a eu une partie de cette méthodologie qui était déjà appliquée. Pour vous donner un exemple plus concret, on a fait ce rapport en 2020. On l'a fait en voulant partager notre expérience parce qu'on avait fini notre troisième certification Bicorp et on avait aussi fait notre premier bilan carbone. Donc, on disposait de certains chiffres clés. Et en lien avec ces deux gros audits, on avait vraiment défini des feuilles de route pour agir durant quelques années afin de progresser et améliorer notre impact. Aujourd'hui, on va refaire l'exercice en 2024 pour 2023 et les nouveautés, c'est qu'on va impliquer des parties prenantes externes. On imagine en impliquer entre 3 à 6 dans ce premier exercice. On va vraiment réaliser une matrice de matérialité et là, pour faire cet exercice, on a aussi identifié des personnes clés dans l'organisation, notamment des membres du conseil d'administration, notre coordinateur risk management et aussi des collègues qui travaillent dans les opérations et les supports pour vraiment avoir une vision concrète et globale des activités de l'OICO. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi cette comparaison entre 2019 et 2023 de ce qu'on a fait. Vu qu'on a eu un premier rapport, on va pouvoir vraiment aussi réutiliser ces chiffres et avoir cette comparaison. Et aussi le dernier point qui est important et pour nous qui était vraiment stratégique, c'était d'avoir une revue externe via une sorte d'audit. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas être jugé parti. Et en 2020, on l'a fait d'une manière la plus cohérente possible, en ayant quand même la certification Bicorp et un bilan carbone qui avait été fait par un prestataire tierce. Mais on avait envie d'aller encore au-delà et de se faire challenger par rapport à cette partie-là. Donc voilà, je trouvais aussi intéressant de vous partager les valeurs ajoutées qui sont présentées par Suscap RBC, de faire ce type de rapport de durabilité. Et c'est aussi les éléments qu'on vit et qu'on voit clairement chez Loico par rapport à cette question de transparence et confiance, parce que quand on communique, on va être transparent euh, vis-à-vis aussi des personnes en interne, de nos collaborateurs, de nos collaboratrices, de nos actionnaires. Chez Loico, on va aussi le partager sur notre site internet parce qu'on a envie que notre communauté, nos clients, nos fournisseurs puissent avoir accès à ce document. Il y a clairement une partie d'identification des opportunités et des risques pour voir vraiment les impacts positifs qu'on a et les impacts négatifs parce que par exemple, si on prend le volet du bilan carbone, si on voudrait vraiment être neutre facilement, il ne faudrait plus avoir d'activité, parce que dès le moment où on a une activité, on va générer des émissions et de voir comment on peut essayer de travailler au mieux en fonction de certains de ces éléments-là. Pour nous, c'est clé de mesurer la performance. C'est la seule manière de pouvoir vraiment prendre les bonnes actions et surtout les actions qui ont un impact parce que parfois on pourrait croire qu'on pourrait prendre certaines actions, mais c'est pas là où on aura le plus d'impact et vraiment d'aller dans cette dynamique d'amélioration des processus internes. Donc voilà, je vous encourage à découvrir plus en détail ce guide qui est, je trouve, assez accessible et très pragmatique. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir cet outil à disposition des entreprises. Et pour faire le lien aussi avec ce qu'avait mentionné Aurélien, notamment par rapport à l'évolution sur l'ordonnance de la loi climat, pour nous, c'est des super nouvelles que la Confédération pousse encore plus largement ce projet-là et que des fonds soient mis à disposition pour les entreprises. Loïco, on a pris l'engagement en 2019 suite à une initiative du mouvement Bicorp, qui était le Net Zéro 2030. Et depuis, il y a eu aussi le Bicorp Climate Collective qui a été créé pour vraiment prendre en main cette thématique. C'est basé aussi sur un framework scientifique qui est le SBTI, donc le Science Based Target Initiative. Et c'est intéressant aussi de vraiment comprendre via tout cet univers du bilan carbone et de ce qu'on entend sur la neutralité carbone qu'il y a quand même une partie scientifique qui est là et qu'il y a certaines entreprises qui vont avoir parfois un discours marketing qui n'est pas cohérent. Et en tant qu'entreprise, quand on va dans cette démarche-là, c'est vraiment intéressant de vraiment comprendre aussi ces enjeux-là pour prendre des choses et agir de manière aussi cohérente et concrète avec des faits scientifiques. Donc chez Loïco, nous, on a fait notre bilan carbone selon le GHG protocole. On l'a réalisé le premier en 2019. On s'était dit au départ qu'on allait faire un intervalle de 2 à 3 ans. On a refait un en 2022 et l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on avait besoin et envie d'avoir un niveau de vision plus précis. Donc on a décidé de le faire chaque année. Donc on est en train de refaire aujourd'hui celui de 2023. Et cet exercice est intéressant parce que, comme l'a mentionné Aurélien, pour l'ECO, au départ, c'était un investissement quand même de partir dans cette voie-là. Le premier bilan carbone, il faut un peu démarrer, ça représente un certain coût pour les entreprises. Et aujourd'hui, on peut bénéficier de subventions de l'Office fédéral de l'énergie dès le moment où aussi on travaille sur cette feuille de route pour réduire nos émissions.
Donc, le coup, on est vraiment dans ce schéma-là où aujourd'hui, on a un groupe de travail qui travaille sur la partie du bilan carbone et comment on va pouvoir réduire au maximum. Parce que bien sûr, on a toujours cet objectif de net zéro 2030. Donc, on voit que le mouvement Bicorp a été un peu plus ambitieux que cette date de référence de 2050. Et aujourd'hui, on travaille sur comment on peut réduire nos émissions au niveau de l'énergie, des déplacements. En tant qu'entreprise de service, c'est vraiment là aussi, on a un gros levier des déplacements de nos collaborateurs, collaboratrices, nos déplacements qu'on se rend aussi chez des clients. Tout le volet sur les achats, en termes par exemple aussi chez nous, du matériel informatique, on achète, forcément, on a besoin d'ordinateurs pour travailler et comment on peut aussi réduire les déchets. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une question dans le Q&A. Loïco, oui, on a clairement intégré dans notre bilan carbone. Aurélien avait parlé des trois périmètres d'analyse. Donc, nous, on a fait une analyse sur les trois scopes. Et pour moi, c'est complètement pertinent et il faut le faire parce que sinon, c'est moins représentatif et les scopes 1 et 2 sont assez petits. En tout cas, pour nous, c'est vraiment pas là où on a la plus grosse partie de nos émissions. Et aujourd'hui, en lien avec notre chaîne de valeur, on essaie vraiment de jouer sur notre facteur d'influence. Typiquement, avec un de nos fournisseurs, on a fait une clause contractuelle où on lui demandait de faire un bilan carbone pour avoir aussi des informations plus précises pour les intégrer dans nos données. Et au niveau de l'interne, par rapport à cette thématique-là, on a aussi déployé les ateliers 2 tonnes pour que nos collaborateurs, collaboratrices comprennent qu'est-ce que c'était. Ils ont dû faire l'exercice de remplir leur empreinte carbone. Alors, c'est des données qui leur sont libres et c'est pas du tout intégré dans notre bilan carbone, mais ils ont pu voir aussi et jouer avec, c'est ce qu'on appelle un peu toutes ces données d'équivalent CO2. Et aussi, c'est des ateliers qu'on propose au grand public parce que pour nous, cette question de comprendre ce qui se passe et de sensibiliser, elle est vraiment importante pour faire évoluer les choses à moyen long terme. Donc voilà pour ce partage un peu peut-être dense à disposition si vous avez des questions durant la table ronde. Et on aura du coup la chance d'accueillir Christophe pour la suite. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Aurélien et Marie, c'était passionnant. C'est vrai que les choses vont super vite, on dira pour certains enfin, mais elles vont pas aussi vite partout. Et puis moi, je voulais un petit peu ouvrir la table ronde sur cette question-là. C'est la question de la différence, en tout cas perçue, entre les évolutions constatées dans l'Union européenne et puis ce qui se passe en Suisse. Aurélien, peut-être je te donne la parole là-dessus. Comment tu perçois ça, finalement, cette différence de vitesse entre la Suisse et l'Union européenne? Quels sont les problèmes que ça pose pour nous, notamment en termes d'entraînement des PME et de préparation des PME médiés? Alors, ça, c'est un petit peu une question un petit peu large, mais peut-être déjà sur cette perception de la différence de vitesse et puis les risques liés au fait qu'on ne s'adapte pas assez vite. Merci Christophe. Je pense que il y a des éléments un petit peu techniques et puis des éléments plus économiques. Il y a un élément technico-démocratique, c'est qu'en fait, le Parlement européen et la Commission européenne, déjà, je pense, ont quand même une grande conscience de la question de l'urgence climatique et surtout l'impact que peut avoir la crise climatique sur notre économie. Parce que il faut se dire qu'en Suisse, on est relativement peu touché, encore que, mais en Espagne, par exemple, ils ont perdu 60% de leur production agricole cette année. Donc en Europe, on a des pics, on a des endroits où on commence à voir que ça risque de devenir très douloureux, tout ça. Et finalement, la réponse démocratique est un peu moins grande dans la base européenne parce que les institutions, on va dire, ont un peu plus d'autonomie par rapport au peuple européen. C'est un peu plus technocratique. Alors, c'est moins démocratiquement avantageux, mais ça a l'avantage d'aller plus vite et de pouvoir prendre des mesures, on va dire, plus ciblées. Donc ça, je pense sur l'élément technique, c'est un peu ça. Le risque que moi je vois pour la Suisse de rester à la traîne, c'est vraiment que typiquement, cette nouvelle directive, elle est inclue dans ce qu'on appelle le Green Deal. Et le Green Deal, c'est 1000 milliards de francs qui sont débloqués par l'Union européenne en partenariat privé-public. Ils pensent à peu près 500 milliards par le privé et 500 milliards par l'Union européenne elle-même, plus encore ce que les États membres vont mettre pour soutenir leurs économies. Donc, en fait, il y a des très gros moyens financiers qui sont mis en place pour accompagner l'économie d'un passage d'un point A et un point B. Et en fait, lorsqu'on lit la directive sur la CSDD, on voit que l'Union européenne est tout à fait consciente du coût que ça va avoir, ses coûts de mise en œuvre, le fait de devoir recourir à des prestataires, de faire cette analyse. Alors, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Après, c'est juste du suivi. Mais tous ces coûts de transition, de mise en place, de compliance avec les multinationales qui vont être soumises à des règles très strictes pour voir qu'on va vers un enjeu de durabilité, c'est analysé, c'est pris en compte. Et typiquement, il y a quelque chose de révolutionnaire en droit européen. On a mis une exception aux aides d'État. On sait que l'Union européenne déteste les aides d'État parce qu'elle dit que ça fausse la concurrence sur le marché européen. Or là, on a mis une exception et donc on peut un peu anticiper que les États arrosent leurs économies pour vraiment les doper, les stimuler, sans se faire taper sur les doigts par l'Union européenne. Donc je crois que c'est une prise de conscience
accentuée par l'Europe de l'impact que va avoir le climat et les questions de transition sur l'économie, la mise en place de mesures adéquates et les moyens financiers importants débloqués pour y faire suite. Et le risque pour la suite, c'est juste de rester à la traîne, en fait, parce qu'on est dans ce marché européen, c'est notre principal partenaire économique, et on est en concurrence, qu'on le veuille ou non, avec les entreprises européennes. Si elles bénéficient d'aide, d'accompagnement technique, de guichets, de toute une série de mesures d'accompagnement, et nous pas, je pense si on n'est pas proactif, il y a un risque qu'il y ait un petit décrochage pour en tout cas un pan de l'économie. Il y a donc une perte concurrentielle vis-à-vis de nos concurrents européens. Sur la question, parce qu'on va revenir aux PME, parce qu'on a beaucoup là de PME qui nous écoutent, ou on va peut-être partir du cadre très général au cadre plus particulier des PME. Mais avant ça, évidemment, tu as évoqué la question assez brûlante pour la communauté, notamment la communauté Bicorp, pour laquelle il y a beaucoup de, je crois, de participants à cette conférence qui est impliquée, qui est sensiblement de la création d'un statut juridique. Dans le statut juridique entreprise durable, hein, on a vu finalement que, contrairement à certains sujets qui traînent au Parlement depuis assez longtemps, finalement, cette discussion qui a été lancée au mois de juin par Adèle Torrent, ça a rapidement pris, hein, auprès du Conseil fédéral, même au sein des chambres. Euh, Ma question est, aujourd'hui, quand on a une PME qui veut faire bien, ou une entreprise qui veut faire bien, on est relativement peu visible. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les efforts entrepris pour essayer de faire bien ou mieux ne sont pas bien valorisés, notamment par le marché. Est-ce que pour toi, finalement, le fait de rendre ça plus explicite aurait une vraie valeur, finalement, sur le marché suisse pour mettre en avant une entreprise qui essaie de faire mieux que les autres? Je pense que ça peut avoir une valeur importante parce que les gens, on a toute une série de labels aujourd'hui. On peut être, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais on a les analyses d'impact, on peut se faire labelliser parce qu'on fait des efforts, etc. Les gens reconnaissent dans une certaine mesure ces impacts, mais il y a moins cette garantie étatique, publique, que vraiment on joue le jeu et on fait juste. Et en fait, je crois que ce statut juridique nouveau, il a deux grands avantages. Le premier, c'est qu'on a une reconnaissance de l'État, qu'on suit un certain nombre de critères qui font qu'on s'inscrit dans une démarche durable. Là aussi, c'est de manière facultative, donc ça rejoint finalement assez bien cette idée de la loi climat. Si on a une PME, on pourra décider, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, de se transformer dans une entreprise durable. On va se soumettre du coup à certaines obligations, on va probablement devoir se soumettre à un audit pour dire qu'effectivement, on joue les règles du jeu, walk the talk, hein, on fait ce qu'on dit qu'on va faire. Donc, on ne se rend pas forcément coupable de greenwashing. Et puis, donc, en termes de valorisation sur le marché, je pense que là, il y a un gros plus. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'en fait, on a un principe d'égalité de traitement. Autrement dit, c'est très difficile de donner des aides ou on va dire de mettre en place des règles spécifiques à des sociétés qui s'engagent dans la durabilité lorsqu'il n'y a pas d'éléments objectifs pour les différencier d'autres entreprises, d'autres PME. Si on a un tel statut qui rentre en place, alors moi je suis avocat fiscaliste, donc je pense par exemple qu'on pourrait avoir un taux fiscal différent pour les entreprises durables parce qu'on a en fait un critère objectif qui dit une société qui a ce statut est au taux X alors qu'une autre société est au taux Y. Une société qui a ce statut peut se voir aider, peut se voir accompagner, alors que les autres non. Mais c'est cette base objective dans la loi qui devrait permettre en tout cas toute une série de réglementations, accès au marché public, on peut penser à beaucoup de choses, hein, où aujourd'hui on n'a pas le droit vraiment de faire cette distinction, on a peu le droit, on peut le faire un peu, mais peut-être moins. Hum. C'est notamment le cas effectivement aux États-Unis ou dans certains États américains, les entreprises qui sont Bicorp, puisque aux États-Unis, pour ceux ou celles qui ne savent pas, Bicorp est un statut juridique en l'occurrence, hein, donc eux, ils l'ont fait il y a de ça une dizaine d'années, sont soumis à un régime fiscal différent. Ok, hyper intéressant. On espère que ça viendra en Suisse bientôt, même si on connaît nos processus, notamment parlementaires, qui des fois sont un petit peu lents, hein. On a d'ailleurs dernièrement vu une discussion sur la loi climat au Conseil des États où finalement le Conseil des États a refusé de mettre des objectifs climatiques, enfin, des objectifs de réduction de carbone en place, des vrais objectifs. C'est vrai que ça c'est un petit peu affligeant en tous les cas pour les Et observateurs de la je trouve question. Marie, intéressant, vas-y. je trouve intéressant ce point par rapport à des avantages fiscaux parce qu'aujourd'hui, on sait que le coût de l'inaction sera aussi conséquent pour le domaine public. Donc, au fait, au final, de contribuer de cette manière-là, ça encourage les entreprises à le faire parce que souvent, le frein, ben, c'est soit le temps, soit l'argent. Donc, si on arrive déjà à donner des avantages sur l'argent, ben, elles vont peut-être pouvoir plus facilement après dégager du temps pour s'impliquer sur ces thématiques. Ouais, super Ouais, on peut, intéressant. Ouais. On peut Aurélien, aussi tu veux. imaginer, oui, pardon, j'ajoute juste, on peut aussi imaginer, c'est quelque chose qui est débattu, donc qui est parlé, alors ça concerne peut-être plus l'agriculture, mais on peut aussi imaginer réserver, par exemple, à ces entreprises durables qui font le pas et qui font, en guillemets, qui vont dans le bon sens, l'accès à une assurance climatique
entre guillemets, elle sera très difficilement finançable. Là, les autorités publiques devront mettre la main à la poche parce qu'on parle de tel montant que les primes ne seront pas finançables par l'économie à elle seule. Mais c'est vrai que tout à coup, on a un instrument qui nous permet de dire, ben, cette assurance climatique, elle est ouverte aux entreprises qui font cet engagement de durabilité et on a enfin un critère objectif qui permet vraiment de faire ce choix, alors que c'est plus compliqué aujourd'hui si on n'a pas ce critère. Mhm. Merci beaucoup. Marie, tu as parlé tout à l'heure notamment des freins. C'est vrai que quand on parle du marché suisse, hein, de l'économie suisse, on sait qu'on a un marché qui est massivement fait de PME, quoi. Enfin, 99% des organisations ont moins de 50 collaborateurs, donc ça reste des petites structures. Loïco, depuis quelques temps, bon, là, aide les entreprises aussi dans ce domaine-là, hein. Justement, ça a été assez naturel. Les gens sont venus en disant, ah, vous faites des trucs chouettes, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous aider? Évidemment, ces freins perçus, Marie, c'est lesquels? Enfin, quels sont les freins principaux perçus pour les PME de la mise en place d'une vraie démarche de durabilité? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Des fois, il y a peut-être aussi une mauvaise compréhension des enjeux, où je dirais que le premier pas, c'est vraiment de sensibiliser la partie de la gouvernance là-dessus. Et puis, on voit avec les évolutions légales, les conseils d'administration vont avoir aussi une certaine responsabilité là derrière. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien compris par toutes les entreprises par rapport à ces enjeux-là? Et après, comme dans beaucoup de projets, les freins sont le temps et l'argent. Je trouve aujourd'hui que ben, la Confédération et les cantons, ben, sur le canton de Vaud par exemple, il y a le programme aussi Viva qui accompagne les entreprises à hauteur de 50% pour des diagnostics et des plans d'action. Donc c'est aussi chouette de proposer ça aux entreprises. Donc on voit qu'au niveau de l'argent, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour soutenir les entreprises. Après, bah, comme beaucoup, il faut trouver le temps et les ressources pour le faire parce qu'il y a plein de projets qui gravitent autour. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a de la peine à voir l'importance de dégager ces ressources pour ces projets-là. Alors, ben, comme on l'a mentionné, enfin, il y aura des contraintes légales. Donc, je dirais que les entreprises aujourd'hui, elles ont tout intérêt à y aller pour être proactives que plutôt réactives parce qu'à un moment donné, ça va devenir ben, obligatoire, soit parce que des fournisseurs vont l'exiger ou des clients, et autant ben, se positionner là-dessus. Hum, hum, hum. On imagine qu'à terme, la question de ne pas le faire voilà, enfin, aura des conséquences de plus en plus importantes, notamment en termes d'image, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une vraie évolution, heureusement, hein, des consommateurs et des clients par rapport aux exigences envers les entreprises. C'est évidemment aussi le cas de la part des talents, hein, des gens qui viennent dans les entreprises et qui auront de plus en plus de mal à s'engager si les entreprises ne sont pas bonnes en termes d'impact. Ça, c'est une évidence. Malheureusement, il est 9h28, puis on a promis de finir à 9h30. Je vois que vous avez bien travaillé, hein, puisqu'il y a dans le Q&A déjà 7 questions évidemment, qui ont trouvé réponse. Donc, merci à nos intervenants d'avoir pris le temps en parallèle de leur pitch pour répondre à ces questions. Moi j'aurais encore une dernière question peut-être, avant-dernière question pour toi, Aurélien. Il y a toute cette question du devoir du vigilance, hein, du coup, qui nous vient en tout cas en Suisse de l'initiative multinationale responsable. Il y a maintenant ces évolutions européennes que tu as mentionnées. Euh, on a l'impression que pour l'instant, on ne risque pas grand-chose à ce niveau-là, parce que c'est juste une impression. Non, non, ça alors j'invite les gens, de nouveau, alors peut-être on utilise DeepL Pro, mais j'invite les gens à lire ce rapport. Je crois que le Conseil fédéral a vraiment réalisé l'impact que ces directives peuvent avoir. Il faut imaginer que ça concerne toutes les boîtes qui bossent avec des multinationales en Suisse, elles sont toutes concernées par la directive européenne, vraiment en champ d'application direct, hein. Toutes les boîtes qui font de l'exportation, parce que forcément on exporte à des groupes qui eux-mêmes seront soumis à l'obligation de faire ce rapport. Et il y a une sorte de faux sentiment de sécurité. Là, on se parle, on aurait pu se parler, et en fait, cette directive aurait été adoptée, et ça aurait été une petite révolution. Pas en impact direct, parce que vraiment, ça vise les multinationales, mais en fait, le champ d'application indirect oblige les multinationales à émettre des obligations aux PME, à tous leurs partenaires économiques en amont, en aval. C'est colossal, c'est, je ne sais pas, 60% des parts du marché. Et c'est pour ça que le Conseil fédéral s'est un tout petit peu inquiété lorsqu'il a lu le rapport, et on a bon espoir que les choses bougent. Parce que finalement, c'est dans le sens du mieux, et c'est aussi une réalisation qu'il faut mettre les moyens financiers pour accompagner l'économie vers ses obligations. C'est une approche un peu top-down, on parle des multinationales, on touche le tissu économique, mais il faut aussi avoir réalisé que ça va coûter, il va falloir mettre des moyens. Et puis, c'est drôle, c'est quand même demandé par pas mal de multinationales, hein, qui font juste ou qui veulent faire juste, mais qui veulent pas être en concurrence contre celles qui font pas ou qui mentent, qui font du greenwashing. Et donc, on a aussi ceux qui veulent faire juste, qui disent, mais en fait, on aimerait jouer dans un marché à armes égales. Ouais, magnifique. Donc, il faut se bouger. Marie, des trucs pour toi. Quand on veut se bouger, on est une PME, on n'a encore rien fait, on commence par quoi?
Bah, je pense qu'on commence vraiment par un diagnostic pour savoir où on veut aller. Et puis, ben, de nouveau, ce guide-là qui est proposé par SUSGAP RPC, je trouve qu'il donne des bonnes bases. Après, il y a aussi des outils gratuits comme d'aller dans le BIMPACT Assessment de Bicorp, qui est un outil accessible gratuit en ligne pour déjà s'évaluer et voir où on se situe, pour pouvoir mettre un plan d'action qui fait sens et où on a vraiment de l'impact. Parce que des fois, on entend des entreprises qui nous disent avec sourire qu'elles se sont engagées dans l'environnement parce qu'elles ont arrêté d'avoir des gobelets jetables. C'est bien, mais on peut faire beaucoup plus et puis il y a des leviers beaucoup plus significatifs qu'on peut mettre en place. Hum, hum. Hier, le rapport de gestion du centre patronal qui disait qu'ils étaient zéro carbone parce qu'ils avaient changé leur système de chauffage. Donc, comme quoi, la question de l'analyse sérieuse est importante. Merci beaucoup, Marie. Et ne pas oublier aussi les aides, hein. Elles ont été évoquées, mais c'est vrai elles sont nombreuses, elles sont pléthoriques. Ça vient des cantons ou des communes. J'étais encore hier à la ville de Genève qui annonçait des millions de soutiens aux entreprises communaux, hein, pour pouvoir faire cette transition. Merci en tout cas, Aurélien. Merci, Marie, pour ce moment. Merci à toutes les participantes et participants. Vous avez ici, bah, dans le Q&A, déjà aussi pas mal d'informations et je pense qu'on pourra vous transmettre ça de manière synthétique après ce webinaire. N'hésitez pas aussi à vous donner un petit feedback, à les scanner tout de suite. Là, voilà, vous êtes encore perdu que quelques personnes, vu qu'on a dépassé 9h30. Donc, scannez tout de suite ce QR code pour donner un petit feedback. Ça permettra d'améliorer les prochains webinaires. Et pour le reste, bah, je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Et puis, engagez-vous, le monde en a besoin. À bientôt. Merci, ciao, ciao.